Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Suppression de postes, détérioration des conditions de travail, la colère renfle dans les collèges. Les enseignants et parents d'élèves sont coude à coude pour faire front contre les suppressions de postes. Au collège Aurélie Lambourd des Abîmes, ils ont appelé un mouvement de grève illimité. 2 Guadeloupéennes sur 10 ont déjà subi des violences sexuelles, souvent même avant d'atteindre leur majorité. Dans la plupart des cas, la victime connaît son agresseur. C'est ce que révèle une étude publiée par l'Observatoire régional de santé. Et la très connue rue du Faubourg Victor Hugo de Pointe-à-Pitre est inaccessible. La communauté d'agglomération Cap Excellence a commencé des travaux pour améliorer le réseau d'eau pluviale. Quelles conséquences pour la vie quotidienne? Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et notre archipel a fait la une du New York Times. Le célèbre quotidien américain a consacré 3 pages à notre archipel pour en vanter les mérites. Une belle publicité pour la destination, de plus en plus appréciée par les visiteurs. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. Cela a commencé par une mobilisation au lycée agricole de Bemao, des parents d'élèves et des enseignants qui réclamaient l'optimisation des conditions de travail des élèves. Depuis, le mouvement de contestation s'est étendu à plusieurs collèges. Aujourd'hui, c'était au tour de la communauté scolaire du collège Aurélie Lambourd des Abîmes d'entrer dans la danse. Reportage Linda Kayarsi. Avec un effectif global de 750 élèves et des conditions d'enseignement inadaptées, le collège Aurélie Lambourd se voit aujourd'hui réduire sa dotation horaire globale. Il faut savoir qu'on a quand même 6 mètres carrés par élève, pas de réseau internet, pas d'insonorisation des classes, ni de ventilation. Et pour nous aider, le rectorat baisse cette dotation horaire globale et les conséquences directes sont la suppression de 5 classes, donc l'augmentation des effectifs à un effectif maximum autorisé en France qui est de 28 élèves par classe. Conséquence indirecte, la suppression de 10 postes d'enseignants. Il faut savoir que dans pas mal de classes, 28 tables et chaises ne tiennent tout simplement pas. Donc déjà un problème matériel, puis surtout un problème pédagogique évident, puisque des élèves déjà en difficulté scolaire, on ne peut pas répondre à leurs besoins avec 28 élèves en face de nous, c'est inconcevable. À cela vient s'ajouter des problèmes d'insécurité aux abords de l'établissement classé en zone de réussite prioritaire. Nos enfants sont en danger parce que dans un premier temps, diminuer les moyens va forcément diminuer la qualité de l'enseignement. Les élèves se font agresser sur les infrastructures de PS. Il y a un parent qui a été très récemment victime. Il a été agressé à coups de casque. Parce que c'est un parent qui, quand il est là, il arrive avant, il gêne un peu même le trafic de drogue qui se fait devant l'établissement. Donc on vient vraiment nous tirer nos enfants pour les mettre dans la rue. On a eu de nombreuses agressions d'élèves, d'enseignants. Moi, je me suis fait ouvrir l'arcade le mois dernier. C'est chaque mois qu'il y a des problèmes. On a reçu des bombes acides, etc. Donc on veut que ces 2 instances, conseil départemental et municipalités, s'assoient autour d'une table, puissent signer une convention et s'engager en faveur de la sécurisation. Grâce à leur mobilisation ce matin, la délégation a obtenu une rencontre immédiate avec la municipalité. Le dialogue se poursuivra mercredi prochain. Quant à la diminution de dotation d'horaire globale, aucune avancée significative n'a eu lieu. La mobilisation devrait donc se poursuivre dans les jours qui suivent. Un reportage signé Karen Diama. Mais parmi toutes ces revendications, certaines réponses ont déjà été apportées tant par le conseil général que par le rectorat. Que souhaitent vraiment les représentants de la communauté scolaire? Le point avec Isabelle Hameau.
La mobilisation des enseignants du collège s'intensifie. Des établissements sont bloqués par la grève. Il s'agit des collèges de Gourdeliane de Bémao et Aurélie-Lambourde des Abîmes. Sans oublier le débrayage la semaine dernière au collège Front de Mer de Pointe-à-Pitre. En cause, des suppressions de postes et de classes prévues pour la rentrée prochaine. Pour rappel, ce sont les enseignants du collège Maurice Satineau de Bémao qui avaient entamé leur mobilisation depuis le mardi 24 janvier, en déplorant un manque de moyens matériels et humains au sein de l'établissement. Un problème solutionné suite à un échange avec le département qui prévoit du matériel informatique et des connexions sur le réseau Internet beaucoup plus performants. Il est d'ailleurs prévu une nouvelle rencontre le 7 février prochain à ce sujet. Cependant, si l'échange avec le rectorat n'avait pas permis d'apporter des réponses concrètes sur la question des effectifs jusqu'à ce matin, celui-ci s'est avéré fructueux en début d'après-midi. L'établissement comptera dans ses nouveaux effectifs un CPE supplémentaire en soutien aux 2 autres déjà présents. Les enseignants ont aussi obtenu 12 classes de 6e à la rentrée prochaine pour 290 élèves, soit 24 élèves par classe. Ils resteront tout de même vigilants quant à la déclinaison des heures de poste. La grève est donc terminée à Satineau, mais pourrait se poursuivre à Gourdeliane et Aurélie-Lambourde des Abîmes, où il est prévu des suppressions de postes d'enseignants. Et vous, comprenez-vous le cri de colère des parents d'élèves et des professeurs? Que pensez-vous de la révolte des collèges? Karen Diamin vous a tendu le micro, on vous écoute. Mais c'est tout à fait normal parce que déjà il n'y a pas assez de professeurs et ils sont en train de supprimer des classes. Moi je ne trouve pas ça normal. C'est tout à fait normal qu'ils se mettent dans la rue à défiler pour comment dirais-je, pour réclamer leurs droits. C'est normal et il faudrait que, je pense que trouver des solutions parce que l'échec scolaire c'est un point, c'est quelque chose de très difficile. Je pense que c'est peut-être à l'origine aussi, ça peut expliquer aussi cette violence qui nous gangrène ici dans ce département. Mais c'est normal parce que je suis là tout le temps, je vois tout et tout. S'il y en a des sécurités, les enfants partout, à droite, à gauche, faire des cochonneries. Si on demande cette truc-là, ça c'est normal, ça arrive. Peu importe qu'on soit au primaire, au collège ou au lycée, on constate toujours les mêmes problèmes. On supprime des postes alors que la Guadeloupe, pour moi, c'est une grosse zone d'éducation prioritaire. Et on constate qu'il n'y a pas les moyens. Ça fait plusieurs années qu'on entend toujours les mêmes choses sur les ondes. Et là, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Comme je vous dis, je ne ferai pas de commentaire, mais pour moi, à partir du moment où quelqu'un travaille, il a le droit de faire ses revendications, de ses droits. Vous avez le droit de revendiquer, de réclamer ce qui vous manque. Là, je n'ai pas à dire que vous avez tort, mais je n'ai pas à dire que vous avez raison. Mais pour moi, à votre place, j'aurais fait pareil, voilà. Insultes, viols, agressions physiques. En Guadeloupe, 2 femmes sur 10 ont déjà subi des violences sexuelles. Pour plus de la moitié d'entre elles, des cas avant l'âge de 18 ans. C'est ce que révèle une étude publiée par l'Observatoire régional de santé. Le détail de celle-ci avec Linda Kayarsi. 2 femmes sur 10 déclarent avoir déjà subi au moins une forme de violence sexuelle au cours de leur vie. Les femmes âgées de 25 à 34 ans, aux situations les plus précaires, sont les plus nombreuses à avoir déjà subi ce type de violence, juste devant les femmes âgées de 18 à 24 ans. Dans 9 cas sur 10, l'auteur des faits est une personne connue des victimes. Dans la majorité des situations, il s'agit d'un ex-conjoint. Concernant les femmes victimes d'attouchements sexuels, près d'un quart d'entre elles, âgées de 25 à 34 ans, ont déclaré avoir déjà subi ce type de violence. L'âge médian des femmes au moment de l'attouchement sexuel est de 13 ans. Enfin, 7% des femmes déclarent avoir déjà subi une tentative de rapport forcé et 11% ont subi un rapport sexuel forcé. Ces proportions sont identiques quel que soit l'âge et le niveau de diplôme des femmes. Si les femmes sont nettement plus touchées que les hommes par les violences sexuelles, ces derniers sont toutefois également concernés, 7% des hommes contre 21% des femmes. Une étude réalisée en 2012. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Vous saurez tout sur les travaux qui affecteront le centre de Pointe-à-Pitre. Et puis la Guadeloupe était en vedette dans le New York Times. Quelle retombée pour notre archipel, nous le verrons tout à l'heure. Le célèbre quotidien New York Times a une nouvelle fois consacré un long article qui vante les charmes de la Guadeloupe. Une belle publicité pour notre archipel qui séduit de plus en plus les visiteurs. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie.
La saison touristique bat son plein, ils sont nombreux les touristes venus profiter de notre soleil, particulièrement les Américains, à la découverte des charmes de la Guadeloupe. Depuis aujourd'hui, dans l'île, nous avons fait le bord de la mer, la gentillesse des personnes, et puis nous verrons depuis demain les découvertes de l'île. Ce qui nous plaît évidemment, c'est la mer, les plages, les cocotiers, voilà. Donc on a déjà fait une partie de Basse-Terre, c'est ça ? Donc on est allé jusqu'à Lens-Bertrand. Donc pour l'instant, là, en principe, on était parti pour découvrir la route transversale là, aujourd'hui. Les professionnels du secteur mettent tout en œuvre pour séduire et fidéliser cette nouvelle clientèle. La Toubana séduit les clients américains déjà par son site relativement exceptionnel avec sa vue imprenable sur la mer. Le client qui vient des États-Unis cherche avant tout le beau temps, le soleil et de la diversification. On a eu la chance d'avoir un très bel article récemment sur le New York Times qui parle de la destination Guadeloupe. De plus en plus d'Américains sur leurs différents journaux entendent parler de la destination Guadeloupe qui est à moins de 4 heures de vol, pas de décalage horaire. On passe d'un climat négatif à des températures plus que positives. Pour nous, c'est vraiment une belle réussite. La conquête des nouveaux marchés touristiques promet une belle saison. Et elle espère bien profiter de l'engouement des Antillais pour les îles de la Caraïbe. Pour asseoir son développement, la compagnie Air Antilles a renforcé sa flotte. Elle vient de faire l'acquisition d'un nouvel appareil, un ATR 72 d'une capacité de 70 places. Son directeur est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Serge j'ai un peu de mal. Serge, excusez-moi, Glaninski. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes le directeur d'Air Antilles. Alors, demain sera inauguré ce nouvel appareil, un ATR 72, 70 places. Qu'est-ce que vous allez justement, qu'est-ce que vous souhaitez développer comme marché? Quelle destination? Eh bien, nous sommes une compagnie régionale et notre ambition, c'est de faire en sorte que les habitants de la Guadeloupe et des Antilles en plus général puissent se déplacer plus facilement au sein de la Guadeloupe, au sein des Antilles. Et de la Caraïbe en général. J'ai entendu effectivement qu'on a beaucoup de touristes. C'est également une opportunité pour nous pour transporter les touristes vers d'autres îles. C'est ce que l'on fait. La compagnie Air Antilles s'est énormément développée ces 3-4 dernières années et on offre aujourd'hui une panoplie de destinations qui permettent à tous de pouvoir se déplacer plus facilement. On parlait tout à l'heure dans le reportage de conquête. Est-ce que vous avez l'intention de conquérir le marché caribéen? Je pense aux destinations comme la Barbade ou Trinidad et Tobago. C'est un peu difficile, on doit faire escale, c'est long, c'est pénible. C'est effectivement une des ambitions qu'on a. On veut être un des vecteurs de développement, de transport. Certains préfèrent se développer sur le transatlantique. Nous, notre jardin, on va dire, c'est le jardin ici, c'est le jardin Caraïbe. Et on a aujourd'hui 18 destinations qui sont offertes à la clientèle. C'est beaucoup, il y en a, parce qu'on est à la fois sur les Antilles et sur la Guyane, 5 en Guyane, 13 aux Antilles. Et on a l'intention d'agrandir encore ce parc et d'offrir encore plus de destinations. Notre ambition étant qu'à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, nous soyons la première compagnie en termes de destination. Alors sur ce marché qui lui-même n'est pas extensible, vous n'êtes pas nombreux, votre principale concurrence est Air Caraïbes. L'année 2016 a été très bonne d'ailleurs pour cette compagnie. En termes de volume de passagers, quelle sera votre stratégie pour vous démarquer? Alors je vais répondre de manière un peu différenciée, c'est-à-dire qu'effectivement Air Caraïbes est concurrente d'Air Antilles sur 3 ou 4 destinations, mais je rappelle qu'on va dans 18 destinations. Et sur 15 autres, on n'est pas concurrent avec Air Caraïbes. Notre ambition, encore une fois, c'est le développement. Sur les axes qui existent déjà, nous allons augmenter le nombre de fréquences. Nous allons permettre aux passagers de pouvoir se déplacer encore plus facilement. En termes de prix, nous allons pouvoir continuer à avoir des prix compétitifs. Mais nous allons vers d'autres destinations. Et vous le verrez que d'ici la fin d'année, nous allons en annoncer. Alors, Air Caraïbes avait considérablement baissé ses tarifs avec cette campagne de low cost. Vous avez dû vous aligner. Est-ce que vous irez encore plus bas? On a été créé no cost. Donc, d'une certaine manière, le label low cost est plus un label Air Antilles qu'un label Air Caraïbes. On va continuer, oui. Notre ambition, c'est encore une fois d'être la compagnie la moins chère sur l'ensemble des destinations. Comment est-ce possible? Ce n'est pas forcément toujours de diminuer, mais de faire en sorte d'être toujours le moins cher. C'est possible, toutes les places ne sont pas à ce prix-là, il faut le savoir. C'est le principe des low cost. Plus l'avion est rempli, plus les prix montent. Donc, plus vous allez acheter tôt, et plus vous aurez accès à des tarifs qui sont bas. On continuera de le faire. Maintenant, il y a aussi d'autres difficultés. Il y a par exemple des taxes qui sont des taxes importantes sur l'ensemble des destinations. Et ces taxes sont un frein aussi à faire baisser les tarifs. Il faut savoir que par exemple, sur un axe comme
Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue, il y a pratiquement 100 € de taxes qui ne reviennent pas à la compagnie du tout. Quand je dis taxes, ce n'est pas uniquement les taxes d'aéroport, c'est aussi les taxes que les États mettent, que les régions mettent par-dessus. Et ça, je pense qu'il y a aussi un travail à faire. Et il y a un petit clin d'œil adressé justement au président de région. Bien sûr, il y a un clin d'œil adressé à tout le monde. Je pense qu'il y a un travail général à faire pour que le transport dans la Caraïbe, qui est très important, il faut savoir que la moitié des habitants de cette région ont envie de se déplacer et ont du mal parce que quelquefois les tarifs ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent. Eh bien là, oui, il y a un clin d'œil qui est adressé pour faire en sorte que ces prix baissent également par la baisse des taxes. Alors on le sait, cette année 2016 a été très bonne au niveau touristique, 2017 pourrait l'être encore davantage, avec la Guadeloupe qui fait la une du New York Times, ce célèbre quotidien américain. Qu'est-ce que cela vous évoque? D'abord, énormément de satisfaction. Je suis très heureux quand j'entends que la Guadeloupe se développe au niveau touristique. C'est un travail de fond qui a été fait par l'ensemble des acteurs de ce tourisme. C'est très bien, il faut les féliciter, il faut continuer. Nous, en tant qu'opérateur régional, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse parce que beaucoup de touristes veulent aller ailleurs. Il y en a qui viennent par exemple en Guadeloupe et ensuite qui ont envie d'aller en Martinique ou qui ont envie d'aller à Saint-Martin ou à Saint-Barth et on peut les transporter. En tout état de cause, je pense qu'on est tous dans le même bateau. On doit travailler pour que ça continue. L'ensemble de la population guadeloupéenne doit également continuer de travailler comme elle le fait et ça sera pour, je pense, le bonheur et la réussite de tous. Alors dans un quotidien guadeloupéen, Nouvelle Semaine que je peux citer, oui. Le directeur de Pôle Caraïbe a annoncé 7 millions de visiteurs cette année. Vous dites que vous contestez ces chiffres? Ce n'est pas cette année. J'ai regardé un peu l'article. D'abord, ce n'est pas 7 millions de visiteurs, c'est 7 millions de passagers. Il faut savoir qu'un visiteur, il fait 2 passages, un quand il arrive et un quand il repart. Donc déjà, ça ne serait pas 7, mais ça serait que 3,5. Il mentionne la dimension de l'aéroport, qui est effectivement un très bel outil mis à disposition des Guadeloupéens, pourrait recevoir jusqu'à 7 millions de passagers. Mais ça, c'est à échéance de 20 ans à peu près. Comment une compagnie ancrée au niveau régional peut profiter justement de ce flux ? Parce que plus il y a de passagers, plus il y a de transit, plus on peut y participer, et plus nous, on a de passagers, et plus on a envie d'ouvrir de nouvelles destinations. Et à ce moment-là, on crée ce qu'on appelle un phénomène de hub, c'est-à-dire c'est une plateforme d'éclatement. Et si demain, Pôle Caraïbe pourrait être une plateforme d'éclatement qui soit reconnue dans toute la région, ça serait, je pense, une très bonne chose. Merci Serge Stinglaginski d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Un sujet un peu plus terre à terre, nous redescendons. Depuis ce matin, la communauté d'agglomération Cap Excellence a entamé des travaux pour réparer une casse sur le réseau d'écoulement des eaux pluviales à l'angle de la rue Vatable à Pointe-à-Pitre. Quelles conséquences pour les habitants? On regarde ce reportage. Nathalie Dinan, Moïse Exter et Patrick Curie. C'est un soulagement pour les riverains de la rue Vatable à Pointe-à-Pitre. Enfin, des travaux de réparation du réseau d'écoulement des eaux pluviales vont débuter. Ils devront supporter de fortes perturbations de circulation et des nuisances pendant quelques jours. Ça a occasionné gêne par rapport au bruit. Le bruit, ça gêne beaucoup par rapport aux gens qui se trouvent dans le quartier. Et il y a M. Charlot qui est là. Ça a mis poussé à Gazaï. Chaque fois qu'il a bougé à Gazaï, il fait mébider comme ça. Et madame là, ça a gêné aussi. Et puis, au niveau des voitures, des trucs comme ça gêne. Parce que c'est une envie d'entrer, sortir, comme ça. Et puis, on ne peut pas accès pour sortir à là. Pour les professionnels installés dans cette zone et les gens qui y travaillent, c'est le même sentiment avec une pointe de scepticisme sur le résultat final. Je pense que les travaux actuellement au niveau de Massabielle, de l'entrée, est une très bonne chose parce que dès qu'il pleut, c'est inaccessible. Donc la plupart du temps, les voitures sont pratiquement inondées, les roulements, problèmes de roues. Donc je pense qu'il était temps. C'était carrément insoutenable. Quand il pleuvait, les enfants marchaient dans l'eau, tombaient dans l'eau. On avait de l'eau jusqu'aux genoux et c'était vraiment inconfortable. On attend de voir ce que ça va donner aux prochaines pluies. Même si les travaux commencent aujourd'hui, il faudra attendre les prochaines pluies pour savoir si réellement c'est quelque chose de viable ou pas. Des travaux qui devraient durer une semaine. Les résidents et la population devront s'accommoder des perturbations pour profiter pleinement de cette route, surtout en temps de pluie. Elle est en vigueur depuis novembre dernier. Une nouvelle réglementation oblige les conducteurs de 2 roues et leurs passagers à porter des gants de protection. Les contrevenants risquent 68 € d'amende et un retrait de points sur le permis de conduire. Une mesure qui fait sourire certains et qui est encore timidement appliquée aux Antilles. Néanmoins, en Guyane, les commerçants ont dû revoir leur stock de gants. On regarde le reportage d'Ayolé Desjarma d'ATV Guyane. Dans cette boutique d'accessoires pour
Une soixantaine de paires de gants homologués comme celle-ci ont été commandés à l'annonce de cette nouvelle réglementation. Depuis que la loi est passée, oui, il y a beaucoup plus de ventes. Les motards, que ce soit obligatoire d'avoir des gants, là c'est autre chose, parce que même au niveau de la conduite et du confort, quand il n'y a pas de gants, c'est pas très agréable. Les gants servent à protéger les usagers en 2 roues motorisés, car sur la route, ils sont souvent plus vulnérables. En 2015, 13 500 accidents ont impliqué une moto. Près de la moitié a nécessité une hospitalisation. Dans un grand nombre de cas, le port d'équipements de protection individuelle aurait limité les blessures graves. Ce motard n'est plus à convaincre. Et je trouve le côté pratique du gant pour tout le monde, en scooter ou comme en moto, c'est que si un jour, malheureusement, tu revenais à tomber, les 2 endroits qui arrivent à toi en premier, c'est les mains et les genoux. Donc c'est bien pratique pour éviter que tu sois trop blessé au niveau des mains. Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur, tous sont concernés par le décret entré en vigueur le 20 novembre dernier. Conducteurs comme passagers doivent en porter sous peine d'une amende de 68 € et du retrait d'un point de permis pour le conducteur. Pour ce commerçant, dernièrement, c'est surtout la peur du gendarme qui motive ses clients à acheter des gants de protection. Après, les gens, ils achètent plus les gants parce que c'est obligatoire et qu'ils ne veulent pas prendre une amende. Mais ils ne savent pas pourquoi c'est obligatoire. Pour les 50 cm3, là, on ne sait pas trop pourquoi c'est obligatoire et quel est vraiment l'intérêt, sachant qu'un scooter 50, ça va à 45 km/h. 2 mois après l'entrée en vigueur de cette réglementation, Adams n'a pas encore acheté ses gants de protection, mais ça ne saurait tarder. Pour moi, les gants ne sont pas nécessaires pour les petits scooters. Mais si la loi le dit, il faut obéir. Si la loi le recommande pour les petits scooters, nous devons utiliser des gants. En bref, maintenant, félicitations aux élèves du collège Félix Aladin-Flemin de la commune de Déhay, rentrés cet après-midi avec leur trophée. Ils ont remporté le championnat de France d'athlétisme en salle, organisé récemment en France hexagonale. Autre victoire, triomphe même, celle de l'équipe de France de handball, sacrée championne du monde dimanche à Paris pour la 6e fois. Les Bleus, emmenés par le Guadeloupéen Didier Dinard, ont été reçus aujourd'hui à l'Élysée. Un moment privilégié, passé avec les membres de leur famille. Je vous propose d'écouter Cédric Sornendo, le pivot de l'équipe de France qui s'est exprimé face à la caméra d'ATV, suivi du sélectionneur guadeloupéen Didier Dinard. Oui, c'est la 4e fois, je suis avec la famille, disons, avec ma femme et ma fille qui sont venus avec peu de famille proche. Donc j'ai cru comprendre qu'il y a de la famille à moi qui a vécu le moment en Martinique. C'est bien, mais ensuite, où j'ai eu des points négatifs, c'est de voir qu'il y a certaines personnes qui ont parlé de moi négativement. Bon, forcément, ça fait partie aussi du sport et bon, voilà, c'est comme ça. La première pensée, c'est déjà de me dire qu'en 2001, j'étais tout en haut des tribunes, 2017, je suis en bas. Et c'est surtout une grande pensée à Patrice Lecroc, défunt, qui m'a énormément apporté. J'aurais aimé qu'il vive ce moment avec moi, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient et c'est comme ça. Donc j'ai envie d'être un repère et pas un exemple. Étant pays organisateur de ce mondial, gagner le mondial en France, c'est vraiment particulier, mais pas forcément évident. Donc à l'arrivée, il y a eu énormément de stress. C'était pas simple, mais l'objectif a été accompli et donc c'est quand même une grande satisfaction. Il y a un retour prévu en Guadeloupe avec le trophée? Il y a un retour prévu vers le mois de mars. Donc maintenant, on va déjà chercher à se reposer un peu et se reconcentrer sur les échéances à venir. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain face à l'Institut Formelec à Jarry-Bemao de 8h30 à 13h. Et puis, faites des réserves d'eau si vous habitez à Petit-Bourg, notamment dans les lotissements Cabrinesti et Memwart. Un retour à la normale est prévu le lendemain en fin d'après-midi. Si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois, le numéro de la rédaction, ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de cette édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes et d'y planter pour questions directes.
On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.